J'ai 47 ans, j'ai grandi à Nancy et quand j'étais enfant, j'étais intéressée par l'archéologie. J'avais un voisin qui était archéologue amateur qui m'emmenait faire des fouilles. Et puis mes parents qui étaient enseignants m'ont dit mais ça c'est pas un métier pour une femme, il y a plein de déplacements. Et après j'ai décidé d'être ingénieure, je sais pas trop pourquoi, quand j'étais au collège. Peut-être parce que j'avais une cousine sportive que j'admirais beaucoup, qui était étudiante ingénieure. Mais avec vraiment une curiosité pour les sciences, en particulier pour la physique, et ce que ça permet de comprendre du monde qui nous entoure. Et donc j'étais bonne élève, donc j'ai fait une prépa, j'ai passé des concours, avec au moment du lycée vraiment une curiosité sur les sciences du climat qui émergeaient, la modélisation du climat, l'observation de la Terre depuis l'espace, l'étude des climats passés, et ça à travers la lecture de magazines scientifiques. Donc je suis rentrée à l'école centrale de Paris, je sais pas c'était quoi, 15-20% de femmes à l'époque, c'était pas terrible. Un peu de machisme ordinaire en prépa, quand on passait au tableau, il y avait les gars qui chuchotaient cuisse, 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 pas particulièrement malin. Je trouvais nul en fait à l'époque. Et après, j'ai surtout rencontré de l'encouragement, une forme plutôt bienveillante, parfois un peu paternaliste, pour encourager, c'est-à-dire nous pousser à être ambitieuses, nous pousser à oser. C'était plutôt ça qui m'a marquée. J'ai fait le choix de faire une thèse, j'ai fait le choix de démarcher un laboratoire d'accueil. J'ai adoré l'accueil qu'on m'y a fait à plusieurs endroits. Venez voir ce que c'est que la recherche, venez essayer. Oui, on est disponible. Vraiment, les portes étaient facilement ouvertes. J'ai adoré ça, en fait. Je suis restée dans la recherche scientifique. Juste après ma thèse, on m'a confié, Jean Jouzel m'a confié son équipe, une vingtaine de personnes, j'avais 27 ans. Et puis ensuite, un groupe de 4 personnes, de 4 équipes d'une cinquantaine de personnes, qui m'a posé toujours plein d'états d'âme, en fait. Comment faire bien, comment faire en sorte que les gens soient bien dans leur travail, comment faire en sorte qu'ils donnent le meilleur possible. Sans vraiment avoir appris d'ailleurs sur des études purement scientifiques à gérer un groupe humain. Et puis maintenant, donc, je suis coprésidente d'un des groupes de travail du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, et je supervise un ensemble de rapports scientifiques qu'on rend aux représentants de tous les pays pour leur fournir le meilleur état des connaissances. Et c'est plein d'hommes, en fait, qui m'ont poussé à candidater à cette fonction-là, parce qu'on est élu en fait, par les différents pays du monde, qui m'ont dit que j'en étais capable, moi je ne pensais pas du tout en être capable, qui m'ont vraiment encouragé, poussé. Je regrette pas, mais c'est un chouette défi. Vous imaginez mener une session d'approbation d'un rapport du GIEC qui montre l'urgence à agir avec devant vous des pays pétroliers, c'est pas toujours simple. Voilà, donc ça fait partie du défi. Pas toujours simple. Et donc, ce que je retiens, c'est que quand j'étais élève, j'ai pas étudié d'œuvres d'artistes femmes, quasiment. De livres, de peintures, de poèmes. On m'a donné quasiment aucun exemple de femmes scientifiques. J'ai réfléchi. Là, j'ai ouvert les livres de mes filles. J'ai 2 filles de 18 et 21 ans, quand elles étaient au lycée. Très peu d'exemples. C'est sidérant, en fait. On est toujours en retard, en fait, dans ce qu'on véhicule aux plus jeunes. Ce que je voulais également dire, c'est, pour le GIEC, par exemple, en 1990, premier rapport d'évaluation, 2% de femmes. En tout, il y a eu, sur tous les coprésidents du GIEC, depuis 6 cycles d'évaluation, 3 femmes coprésidentes, on est 2 maintenant. Donc il y a quand même une petite marge de progression. Sur combien Donc on est aujourd'hui maintenant à peu près à 1/3 dans les membres du bureau du GIEC, et on est à peu près à 1/3 dans les auteurs. Et la marge de manœuvre, nous, on l'a plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de femmes à des hauts niveaux scientifiques qui émergent pour qu'on puisse les avoir à bord. Donc on a besoin des jeunes filles, en fait. On a besoin de vous engager, de produire des connaissances nouvelles, d'être reconnus, de revendiquer votre expertise, de revendiquer de candidater à des fonctions d'expertise internationale pour que les choses s'améliorent. C'est pas non plus facile dans la vie de famille. Comment vous expliquer à votre belle-mère que non, vous n'allez pas vous arrêter quand vous aurez des enfants? Non, parce que pour vous, c'est pas la meilleure chose à faire pour vous sentir bien. Comment vous expliquer à une petite fille de 5 ans quand elle vous demande dis maman, il y a des mamans à la sortie de l'école, elles sont là tous les midis, puis elles font manger leurs enfants, puis elles sont là tous les soirs, puis elles dorment tous les jours à la maison quand nous on a une semaine de déplacement par mois. Et puis après, la même jeune fille à 21 ans qui dit merci de m'avoir permis de devenir quelqu'un de fort, parce que tu m'as montré qu'on peut trouver un équilibre, parfois pas simple, entre la vie de famille et la vie professionnelle. Voilà, donc il y a cette dimension-là, et je veux juste partager 3 expériences rigolotes. Une fois, une réunion avec des profs de médecine, j'étais la seule femme. J'étais un peu plus jeune, et on m'a demandé de servir le café. Donc j'ai demandé qu'on me nettoie mes chaussures en échange.
une fois dans un conseil scientifique en France, où j'arrive et puis sur ma place, il y avait un mail qu'on avait oublié, en fait imprimé. C'était marqué la liste des participants, puis à côté de mon nom, celle-là, on la garde parce que c'est une femme. Je me suis permis de le lire pour que les choses soient claires. Voilà, donc ça fait aussi partie des choses. Je pense qu'il ne faut pas laisser passer. Quand on est choisi pour participer à des conseils scientifiques, c'est parce qu'on est porteuse de compétences. Et faire croire que c'est parce qu'on est une femme, c'est particulièrement ignoble. Et donc le revendiquer, pas laisser passer, et revendiquer d'être porteur d'expertise, et prendre sa place quand on a cette possibilité-là. En fait, je ne vais pas exactement répondre à la question, je vais rebondir sur la question des politiques inclusives. Pourquoi en fait est-ce qu'on a besoin de plus de femmes à des postes de responsabilité ? Pourquoi est-ce que moi j'aimerais de mon vivant voir une femme présidente de la République ou Premier ministre par exemple en France ? Parce qu'en fait quand on a un groupe plus divers, qui a des parcours différents, des parcours de vie, quel que soit en fait le genre de la personne, en général il y a plus d'intelligence collective. C'est ça en fait, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Et moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est 2 expériences de campagne de carottage au Groenland, 2 mois de suite, donc en 97 et en 2008, et c'était coordonné par des collègues danois. Et donc le Danemark, comme les pays scandinaves, est bien plus en avance que nous sur des politiques inclusives qui sont bien pour tout le monde. Alors ça démarre par quoi ? Ça démarre par un congé paternité long pour les hommes, parce que ça permet de répartir un peu plus les rôles quand on a des petits-enfants. Ça structure plus l'engagement des pères. Et puis ça nuance, quand on veut recruter quelqu'un de jeune, on sait que si c'est un jeune gars, il aura aussi un congé paternité, et donc ça amortit un peu les effets maternité-paternité. Ça passe aussi par des horaires de réunion bien faits. Si on met une réunion à 17h, elle finira à 20h, on arrivera en retard, ce sera le bazar. Si on met une réunion à 11h, au bout d'un moment, les gens ont faim, donc la réunion s'arrête et c'est plus efficace. Et ça, je dois dire que, souvent, il se trouve que les femmes, elles sont plus performantes pour gérer leur temps efficacement. J'ai remarqué ça à de nombreuses reprises. Ça passe aussi par des systèmes de frais de garde pour les enfants qui peuvent être pris en charge par les universités, par les entreprises, par l'État, de sorte à ce que ça ne pèse pas sur le salaire des mères. Donc ça, c'était l'expérience danoise. Donc sur le travail dans mon domaine, il y a effectivement beaucoup de femmes qui essaient d'apporter des conseils aux jeunes femmes, justement sur comment faire en sorte de prendre des risques, d'oser, d'essayer. Et puis c'est pas grave si ça marche pas, c'est pas grave en fait, mais on n'a pas de regrets. Donc il y a par exemple un réseau de femmes en sciences de la Terre, Earth Science Women Network, qui est intéressant parce que c'est la même chose mais au niveau international. Donc on va voir des situations de femmes qui ont beaucoup de barrières, comme en Suisse aujourd'hui, pour avoir une vie professionnelle, académique et une vie personnelle, ou parfois moins de barrières dans les pays scandinaves ou au Canada où il y a beaucoup de travaux pour aider les femmes. Sur la partie climat et engagement pour le climat, on ne le sait pas, mais par exemple l'accord de Paris pour le climat a été porté par de nombreuses femmes. Celle qui présidait la Convention internationale des différents pays, Cristina Figueres, et Laurence Tubiana, par exemple, qui ont été vraiment des chevilles ouvrières. Donc ça, il faut le montrer. Et l'organisation des grandes villes qui s'appelle le C40 a mis en place un réseau de femmes engagées par rapport à l'action climat, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des urbanistes, que ce soit des politiques, que ce soit d'autres acteurs de terrain dans la vie associative, pour justement les mettre plus en lumière. Il y a ce qu'on peut faire nous, comme aussi je suis de temps en temps enseignante, marginalement. Et donc à l'université Paris-Saclay, on a regardé quel était le salaire des jeunes femmes 2 ans après qu'elles aient fait un master. Et là, à notre grande honte, on s'est rendu compte qu'à discipline identique, c'était 25% de moins, 2 ans après l'embauche, que les hommes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Leur transparence sur les salaires, négocier mieux, les armer pour négocier mieux, les amener à revendiquer des postes mieux rémunérés aussi. Parce que les biais, ils commencent en fait très très tôt. C'est ça qui est assez sidérant pour moi. Et puis, dernière chose, les biais inconscients. On pense être tous des gens intelligents, de bonne volonté, mais si on ne mesure pas, on ne voit pas le problème. Donc nous, par exemple, pour les réunions des chercheurs du monde entier qui rédigent les rapports du GIEC, on a des enquêtes à la fin. Et par exemple, tout le monde pense qu'on a une égalité de chances de pouvoir être nominé ou sélectionné. Mais par contre, quand on a des gens autour d'une table qui rédigent, qui passent en revue les connaissances scientifiques et qui le rédigent, ils nous disent « Ah oui, mais nous, dans nos réunions, la parole est dominée par les hommes. » Pourtant, des hommes de très bonne volonté qui, eux, pensent faire tout ce qu'ils peuvent du mieux possible. Donc moi, j'ai été observer ces réunions. Et ça, c'est assez sidérant. Vous avez des gens autour d'une table et une femme avec une voix un peu douce ou aiguë qui va vers une très bonne idée. Puis la très bonne idée, elle n'est pas retenue par le groupe, qui continue à discuter. Puis quelqu'un avec une voix plus grave et peut-être un peu plus d'assurance répète la même idée, et là, elle est entendue par tous. Et ça veut dire qu'on a tous, en fait, des biais. Qu'est-ce que c'est une autorité ? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qu'on va écouter ?
Alors c'est plus profond. Comment on déconstruit ça? Comment on y travaille? Donc nous, on fait venir en fait des consultants sur des pratiques inclusives, participatives, pour apprendre aux gens à mener des réunions, pour apprendre à donner la parole aux uns et aux autres, pour permettre aux gens qui ont plus de timidité, que ce soit des hommes, des femmes, des gens qui viennent d'autres régions du monde, des gens qui parlent anglais avec un accent plus fort que d'autres, parce qu'on a ça, comment leur apprendre à avoir plus confiance, c'est-à-dire à répéter leurs arguments pour être entendus, et aux autres à mener les réunions de sorte à ce que toutes les bonnes idées soient entendues, un peu indépendamment de qui les exprime. Et là, il y a vraiment un travail de fond à faire, et mon grand regret, c'est que dans ma formation d'ingénieur, dans ma formation de scientifique, j'ai jamais eu la moindre formation sur ces pratiques-là, inclusives, participatives, comment les mettre en œuvre, alors qu'en fait, c'est particulièrement efficace, je dois dire, parce que juste ça ouvre un espace de vigilance à chacun, se dire, mais là, en fait, ça va pas, parce que je mène pas les choses comme il faut. Juste le moment où on se dit, je peux faire autrement, tiens, voilà des petits trucs qui marchent. Ça change tout. Et là, tout de suite, ça change la dynamique de groupe, et nous, on mesure, comme vous disiez. Donc on a ces enquêtes de perception à la fin de chaque réunion, et on voit les gens qui disent, bah oui, là, complètement, c'est transformé, en fait, on s'écoute, on se respecte, et du coup, le groupe marche mieux, le groupe est plus cohérent, il y a une meilleure distribution du travail, toutes les bonnes idées avancent, et le résultat, tout le monde en est bien plus fier à la fin.